Oui, la France est occupée. Nos armées ont été enfoncées par 135 divisions allemandes. Après l'Autriche en 1938, la Tchécoslovaquie et la Pologne en 1939, les armées d'Hitler ont envahi dès le printemps 1940 le Danemark et la Norvège. En mai, elles amènent la Belgique et la Hollande à capituler. À la fin du mois, elles entrent en France et début juin, les Alliés évacuent à Dunkerque. Le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Le 16, Philippe Pétain est nommé chef du gouvernement. Le 18, depuis Londres, le général de Gaulle appelle à la résistance. Et le 22 à Rotonde, Pétain signe l'armistice avec les Allemands. La France est coupée en deux. En juillet, la marine britannique coule la flotte française à Mers-el-Kébir. En septembre, Hitler déclare « Nous raserons les villes anglaises ». C'est la bataille d'Angleterre. Sur les autres fronts, l'URSS, après la Finlande, envahit les pays baltes. Staline fait assassiner Trotsky. À Mexico, les Italiens sont en Grèce et en Libye. Nous parlerons aussi des découvertes des fresques préhistoriques dans les grottes de Lascaux en Dordogne et de la mort d'un grand peintre-poète, Paul Klee. Mais le récit d'abord, page par page, de cette année tragique par nos historiens et nos reporters, Sylvie Genevoix, Gérard Dalmas. Norvège, port inévitable du minerai de fer suédois indispensable à la guerre nazie. Londres et Paris le savent aussi. Alors, aidé à Oslo par Quisling, désormais synonyme de traître, Hitler envahit la Norvège pour briser le blocus allié et pour s'emparer des 2500 km de côte. Le croiseur Scharnhorst figure parmi les bateaux allemands endommagés, car si les Alliés sont contraints de rembarquer trop tôt par la débâcle de France, nous faisons merveille à Narvik, où la Légion, par exemple, réussit à couper la route du fer. Hélas, pas pour longtemps. Invasion du Danemark, simple manœuvre pour les nazis, leur commandant est même arrivé l'avant-veille par le train. Bataille en Belgique, résistant quelques jours à la Wehrmacht, parfois tombée du ciel, avec la première utilisation des parachutistes militaires. Idem pour la Hollande, qui succombe. Quant au roi Léopold III de Belgique, il se rend. 39-40, 9 mois de belote et 6 semaines de course à pied, avec les tanks dans le dos. Après la Belgique, la France, le 15 mai, les blindés du général Guderian, le général allemand, font une percée à Sedan. Dès lors, c'est la déroute et la débâcle. Sylvie Genevoix. Le 10 mai, à grand renfort de chars et d'avions, l'armée allemande attaque à la fois la Belgique et la Hollande. Aussitôt, le gouvernement belge appelle les Alliés au secours. Des troupes françaises, anglaises entrent en Belgique. En fait, l'attaque allemande n'était qu'une diversion pour permettre aux Panzers d'entrer en France par la Meuse et les Ardennes, un itinéraire que l'état-major français jugeait totalement impossible pour une invasion. Une colonne de 1800 blindés allemands s'avance vers Amiens et la Manche pour prendre en tenaille les troupes franco-britanniques qui sont encore en Belgique, et plus de 500 000 soldats alliés sont ainsi contraints de se replier vers la mer pour tenter un embarquement à partir de Dunkerque, seul port encore sous leur contrôle. Une bataille gigantesque fait rage autour de la ville. La Luftwaffe se déchaîne, malgré l'intervention des chasseurs anglais. Des chars allemands postés sur les falaises bombardent la plage, transformée à moitié encore en tranchée, à moitié en hôpital. Et dans la ville elle-même, les incendies font rage. Dans leur malheur, les Alliés ont tout de même la chance que la mer reste d'huile pendant presque 10 jours de suite, ce qui leur permet, grâce à 850 navires qui font nuit et jour des allers et retours vers l'Angleterre, d'évacuer jusqu'au 3 juin 340 000 soldats anglais, 140 000 soldats français. Malheureusement, 150 000 prisonniers restent aux mains des Allemands. Un matériel énorme et quasiment neuf est également abandonné à l'ennemi. L'aviation allemande ne cesse de pilonner les navires qui font l'évacuation. 6 000 soldats périssent en mer avec leurs bâtiments. Le 4 juin, l'armée allemande est totalement maîtresse d'une ville complètement incendiée, ravagée et d'une plage jonchée de cadavres et de matériel divers. La reddition de Dunkerque, avec 30 000 soldats, met fin à la campagne des Flandres. 24 heures plus tard, la campagne de France va commencer.
Seule la statue de Jean Bart, le fameux corsaire du XVIIe siècle, semble encore veiller sur cette ville presque détruite, parce que pendant plus d'une semaine s'y sont affrontés des combats acharnés et sanglants. Désastre, déroute, débâcle, anéantissement, appelez ça comme vous voudrez. De toute façon, les armées belges, hollandaises, françaises et d'autres, la luxembourgeoise, sont complètement laminées. Alors Claude Payat, tout de même, c'est étonnant. Les Allemands sont forts, certes, mais ils sont forts surtout techniquement. Bon, alors vous avez parlé des armées belges et hollandaises, elles n'existent pratiquement pas face à une armée moderne. Par exemple, l'armée belge n'a aucun char d'assaut, une aviation extrêmement réduite et une infanterie mal entraînée. Donc, naturellement, la défaite, elle est signée dès le 12 mai, ce que dit l'envoyé de Winston Churchill auprès de Paul III, au Premier ministre britannique. Quant à la France, elle est restée longtemps sur les stocks de la guerre de 1918. Dans la tête aussi, d'ailleurs. Comment ? Dans la tête aussi. Et dans la tête aussi, parce que les doctrines n'ont pas évolué. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a trouvé une armée allemande quasiment inexistante sur le plan des matériels. Il a fallu tout faire. C'est donc un matériel entièrement neuf, un matériel motorisé, un matériel d'aviation, d'artillerie, de pièces anti-chars entièrement nouveau et avec les dernières doctrines. Et puis Deuxièmement, propagande et une propagande formidable. Et une doctrine, en plus de ça, entièrement nouvelle, que celle de la guerre éclair, c'est-à-dire des moyens conjugués étroits entre l'aviation et les chars. Doctrine qu'avaient créée pourtant les Français en 1918 et qu'ils ont complètement oublié comme le reste. Alors il y a aussi la propagande. C'est la quatrième arme de cette guerre, ajoutée à la terre, ajoutée à l'armée de mer, ajoutée à l'aviation. C'est la désinformation par la radio, créée avec génie par le docteur Goebbels, oui. avec un faux poste communiste clandestin sur la France, qui invite les Français à arrêter le travail, à fuir sur les routes, donc à créer une gigantesque panique. Oui. Alors, donc, les Allemands sont supérieurs parce qu'ils ont inventé la Blitzkrieg, la guerre éclair, Rommel, bien entendu, et en face. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écroulement? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet écroulement, non seulement il est dû à un plan de réarmement qui a 4 ans de retard chez les Anglais et chez les Français par rapport à celui de l'Allemagne, par une carence fabuleuse des moyens de transmission. On en est encore au téléphone de campagne 14-18 et aux pigeons voyageurs, alors qu'un capitaine de char allemand peut demander l'appui des Stuka par 5 appels radio. C'est absolument extraordinaire. Que le commandant en chef français, le général Gamelin, n'a aucun émetteur-récepteur radio à son QG à Vincennes, et que c'est absolument dément. Ne parlons pas de la lâcheté, de l'impuissance et de la sottise des dirigeants civils et militaires. Oui. Et la ligne Maginot, alors elle sert à quelque chose finalement? Ils l'ont contournée comme d'habitude. La ligne Maginot fait environ 450 km du front franco-allemand sur 750 km. Ça veut dire que sur 300 km entre la mer du Nord et Montmédy environ, par ici, le front est ouvert, pratiquement sans défense. C'est-à-dire que non seulement en contournant les Ardennes, ce que va faire Guderian, et en enfonçant l'armée belge et les divisions françaises envoyées en Belgique, les Allemands ne vont se heurter à pratiquement aucun système fortifié réellement valable. Alors maintenant, l'Angleterre reste seule en lice, et les Anglais disposent de quoi finalement? Des avions? Au moment de l'armistice, il reste en Angleterre, 24 juin 1940, 2 bataillons d'infanterie d'active. Les divisions anglaises rapatriées de Dunkerque sont sans équipement. Il n'y a ni chars, ni qu'avions anti-chars. La seule chose qui reste, c'est quelques centaines d'avions avec, il faut dire, une avance technologique remarquable. 10 stations radars au sud de l'Angleterre, dans cette région par ici, et également une machine à décrypter les messages de l'aviation allemande, ce qui fait que la RAF peut savoir à quel moment les Allemands vont l'attaquer et donc prendre des mesures en conséquence. C'est une avance technologique remarquable et qui sera décisive dans la bataille d'Angleterre. Et je crois justement, Louis, qu'en Angleterre, eh bien, il y a un homme, un général par intérim, qui relève le défi, lui. Voilà, parce qu'il faut dire qu'en France, la situation politique évolue très vite. Le 18 juin, le général de Gaulle lance depuis Londres un appel à la résistance. Mais pendant ce temps-là, en France, on hésite entre la capitulation ou l'armistice, et le 17 juin, Pétain s'incline. Écoutons l'appel du 18 juin. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Alors, Paul-Marie de Lagorce, dans cette affaire, le gouvernement a été divisé, le gouvernement français. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a été déchiré par le débat le plus dramatique de notre histoire. En réalité, beaucoup étaient partisans de la poursuite de la lutte. Le président de la République, mais il n'avait pas de pouvoir. Le président du Conseil, Paul Reynaud, un grand nombre de ministres, les présidents des deux assemblées, Jeannet et Herriot, beaucoup d'hommes politiques de premier rang, et il faut le dire, il faut le savoir, pratiquement tous les responsables qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, résidents généraux, gouverneurs généraux, les Français des différents pays de l'étranger, l'ensemble des forces au-delà des mers, pratiquement tous étaient partisans de la poursuite de la lutte. Ce qui a provoqué en définitive la victoire des partisans de l'armistice, c'est au fond le fonctionnement du régime. Ni le président de la République, ni le président du Conseil n'ont voulu imposer la poursuite de la lutte à ceux qui étaient hostiles. Ils ont préféré tenter une combinaison qui laisserait aux partisans de l'armistice la possibilité de tenter leur manœuvre. Ils ont voulu aussi leur donner cette satisfaction de chercher auprès de l'Angleterre les conditions auxquelles celle-ci accepterait que la France cesse la lutte, c'est-à-dire exactement le terrain sur lequel se situaient les partisans de l'armistice. Ceci était résolu, inspiré par le maréchal Pétain, dirigé par Pierre Laval, disposant évidemment d'appuis importants, et surtout celui de Weygand, qui commandait les forces françaises, et c'est ainsi qu'ils ont pu obtenir le changement de gouvernement. Ce changement de gouvernement, une fois obtenu, il n'a plus été question de discuter les conditions de l'ennemi, mais simplement de les accepter. Et qui est ce général de Gaulle, et quand est-il parti pour Londres? Je crois bien que très peu de Français connaissaient son nom. Peut-être quelques spécialistes des questions militaires, des questions de blindés, qui avaient lu ses livres. Il a eu un portefeuille. Ceux aussi qui ont eu le temps de lire les journaux pendant la tourmente du printemps 1940 et qui ont appris en effet qu'il avait été nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. En réalité, il n'avait rien pour lui, sinon une conviction tout à fait claire et résolue qu'il n'y avait aucune raison de cesser la lutte. Qu'il y avait l'Empire, qu'il y avait la flotte intacte, qu'il y avait l'Empire britannique, qu'il y avait toutes les puissances qui, telles que les États-Unis, un jour ne pourraient pas accepter, bien entendu, que l'Allemagne domine le monde et que par conséquent, les possibilités de poursuivre la lutte existaient. Et en plus, qu'arrêter la lutte provoquerait naturellement à l'intérieur de la France des déchirements épouvantables. Nous avons entendu il y a un instant l'appel du 18 juin, le morceau le plus significatif du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Ne pas lâcher les alliés, ne pas laisser tomber le combat. Le bon sens, c'était qu'un jour, un renversement des forces se produirait nécessairement. L'intérêt supérieur de la patrie, c'est que si la France ne participait pas à la guerre, et par conséquent à la victoire, elle deviendrait une puissance de dernier ordre, que son intérêt était dans le rang des vainqueurs. Je crois que tout est dit ce jour-là. Alors, la croix gammée remplace le drapeau tricolore. Comment les Français ressentent-ils ça ? Il n'y a pas de possibilité de savoir exactement le sentiment de tous les Français et la proportion de ceux qui se résignaient, de ceux qui étaient effondrés, de ceux qui étaient indignés, de ceux qui étaient soulevés par la colère et la passion. Il n'y a pas de sondage qui permettent de le dire, et d'ailleurs les sondages dans ces cas-là ne valent pas grand-chose. Ce qui est indiscutable, c'est que pour les Français, alors tous, c'était un cataclysme. Le pays tout entier vivait dans la conviction que la France était une grande puissance et que son armée était une très grande armée. Tous les Français avaient appris à l'école à respecter l'armée et ses chefs. L'histoire de la France, dans une certaine mesure, s'était identifiée à celle de son armée. L'effondrement de celle-ci était un choc qui a convaincu les Français que de toute façon, leur histoire désormais ne serait plus celle qu'ils avaient connue jusqu'à ce moment-là. C'était le moment des choix personnels, des choix individuels. Il fallait que chacun se décide individuellement et personnellement sur ce qu'il devait faire. Et finalement, l'armistice est signé à Retonde le 22 juin, à Retonde près de Compiègne, au même endroit et dans le même wagon où le 11 novembre 1918, les Allemands signaient leur capitulation. Et puis, en octobre, le maréchal Pétain a rencontré Hitler à Montoire. Montoire, Vendômois, n'est pas prêt d'oublier ce qui vient de lui tomber sur le clocher. Pétain, vainqueur de Verdun, on les aura, dernier des maréchaux, 84 ans, vieillard apparemment, robuste en réalité, l'œil vif,
vient à son souhait de rencontrer Hitler. Mais c'est Laval, à gauche ici, qui a tout organisé avec la complicité du séduisant ambassadeur allemand Otto Abetz. Quand on dîne avec le diable, il faut se munir d'une longue cuillère. C'est pourquoi cette poignée de main sera une tache sur le prestige unanime de Pétain, comprenant trop tard que c'était là une conspiration pour l'amener à collaborer. Collaborer, Paul-Marie Delagorce, c'est un mot fort. C'est le mot qui va rester de l'entrevue de Montoire. Et c'est le mot qui va présider à toute la politique du gouvernement de Vichy jusqu'à la fin. Il est vrai que dans le régime de Vichy, qui s'installe à ce moment-là, il y a des tendances différentes. Bien entendu, l'ensemble des dirigeants du régime de Vichy avaient été partisans de la capitulation, de la conclusion de l'armistice. Ils allaient fonder un régime nouveau, dictatorial, bien entendu, pour remplacer la République. Mais certains, sans aucun doute, attendaient qu'à la fin de la guerre, avec l'évolution des choses, l'Angleterre finisse par gagner et que la France retrouve ainsi sa liberté. C'est indiscutable. Mais pour beaucoup d'entre eux, le problème ne se posait pas de cette manière-là. Ils étaient convaincus, beaucoup d'entre eux, que c'est l'Allemagne qui gagnerait la guerre et que par conséquent, l'intérêt de la France était de s'associer à elle. Alors, à des degrés divers. Certains étaient partisans que, aussitôt que possible, la France participe à des opérations avec l'Allemagne, contre l'Angleterre, par exemple, pour récupérer les territoires ralliés au général de Gaulle. Ils étaient partisans d'associer autant que possible la France à l'effort de guerre allemand. Quelques-uns étaient même partisans d'aller très loin dans ce sens. D'autres voulaient se borner à une collaboration administrative, économique, politique. Pétain oscillait entre les uns et les autres, toujours soucieux que la France ne s'engage pas dans une véritable guerre mondiale, mais donnant très souvent, nous en avons la preuve aujourd'hui, raison à ceux qui voulaient aller loin dans la collaboration, y compris militaire avec l'Allemagne. Benoît Méchain, membre du gouvernement, chargé des relations avec l'Allemagne, était un grand partisan de cette association, y compris militaire avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, dont nous disposons de ses archives, de ses mémoires, nous savons qu'à plusieurs reprises, il a obtenu gain de cause dans cette voie. Et puis alors, il y a quelque chose de terrible. La France est coupée en deux, la zone libre, la zone occupée. C'est carrément une porte blindée entre les deux zones. C'est aussi un moyen de pression permanent dont l'Allemagne dispose sur Vichy. Suivant qu'elle rouvre plus ou moins les voies de communication entre le Nord et le Sud, qu'elle laisse passer plus d'hommes ou plus de marchandises, elle peut obtenir ou ne pas obtenir ce qu'elle veut. C'est une épreuve pour les Français, oui. Mais c'est un moyen de pression permanent sur l'Allemagne. En réalité, si Vichy n'est pas allé plus loin qu'il l'a été dans la voie de la collaboration, y compris militaire avec l'Allemagne, c'est que Hitler avait d'autres vues et ne pensait pas qu'il soit intéressant pour l'Allemagne d'utiliser davantage cette France de Vichy en laquelle il n'avait d'ailleurs aucune confiance. Il pensait déjà à la poursuite de la guerre contre la Russie. Avec Christian Bailly, maintenant, le rôle de la presse française dans ce conflit. Eh bien, disons que le rôle de la presse française n'est pas plus glorieuse que celle de l'armée française. C'est une défaite, il faut le dire, pour cette presse qui va suivre l'exode d'abord des pauvres gens, des civils qui partent du nord pour aller vers le sud, et aussi l'exode du gouvernement français. C'est ainsi que la presse française va se retrouver tout d'abord à Tours, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand et enfin à Lyon. L'occupant allemand occupe Paris et la presse française, réfugiée, va demander, enfin une certaine presse, va demander l'autorisation. Quelle presse? Des grands titres? Oui, des grands titres, le Petit Parisien, ouais. Le Figaro? Non, pas le Figaro. Non. Le Figaro, alors, il est resté à Lyon. Le Figaro, Le Temps et La Croix vont rester à Lyon en zone libre. Hein? Oui. Alors, les autres journaux vont s'occuper... Et est-ce qu'il y a des nouveaux journaux qui se créent? Oui, alors ils s'en créent de curieux et d'émouvants. Les Allemands rentrent le 14 juin à Paris et un journal, celui de Gustave Hervé, va réapparaître avec ce titre, disons... paradoxal, et ironique, La Victoire. Et les Allemands vont mettre 3 jours avant de s'apercevoir de sa parution et de l'interdire. Et un autre journal, Les Dernières Nouvelles de Paris, qu'il sera fait, créé, mise en page, écrit par des typos. Il n'y a plus de journalistes, c'est les typos qui vont le faire, et ce journal va durer jusqu'au mois de septembre 40. Et puis avec l'occupant va naître, bien sûr, une presse que je qualifierais Au pilori, oui. Alors c'est Au pilori qui est un hebdomadaire de combat contre la judéo-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est Henri Janson qui va le créer, et il demande à l'Allemand, fichez-moi la paix. Oui. Le dialoguiste. Fichez-moi la paix, les Allemands vont lui ficher la paix pendant 2 mois, et puis il va disparaître. Non seulement il va disparaître, le journal continuera, c'est Janson qui disparaît en prison. La France au travail, n'en parlons pas, Le Cri du peuple de Jacques Doriot, Les Nouveaux Temps de Luchaire. Et il y a des hebdomadaires? Alors les hebdomadaires, l'illustration, je le présente, continuera à apparaître pendant toute cette
pagaille, mais dans un tout petit format. Hein. Le premier magazine à paraître pendant cette période sera La Semaine, et puis un curieux hebdomadaire, Signal. Un officier allemand sur la couverture. Signal, qui est le journal de la propagande allemande. Et les Français dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, la situation n'est pas brillante comme l'explique Henri Amouroux, et c'est même la pagaille. Oh, c'est beaucoup plus que la pagaille. 1940, d'abord, c'est le plus grand désastre de notre histoire. Il faut tout de même s'en souvenir. Et c'est la France éclatée, c'est la France dispersée. Ce sont des millions de gens sur les routes. Et des gens qui sont éparpillés partout. Les familles ont éclaté. On ne sait plus où sont passés les enfants. On ne sait plus où sont passés les parents. Si on retrouve les journaux de juillet 1940, d'août 1940, septembre 40, à la rubrique des perdus trouvés, page 2, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? On lit des annonces, des parents qui recherchent leurs enfants, des enfants qui recherchent leurs parents, des mères qui recherchent leurs concitoyens, ne savent pas où ils sont passés, et on retrouve même un général qui, par petite annonce, recherche sa division perdue. C'est ça la France de 40. Une France éparpillée, tout est descendu vers le sud. Tous les gens sont descendus vers le sud avec des voitures, avec des brouettes, avec des charrettes à bœufs. C'est un exode comme terrible qui a des influences politiques, ce qu'on oublie beaucoup trop souvent. C'est cela, 40. Alors la ligne de démarcation, comment est-elle ressentie par Mais les vous savez, gens? la ligne de démarcation, ce n'est pas simplement un tracé sur la carte. C'est comme un garrot. Il y a des postes frontières, il y a des patrouilles allemandes. Et les Allemands vont se servir de la ligne de démarcation comme d'un garrot dont on se sert et que l'on tord ou que l'on dessert autour du cou de la victime. Ça asphyxie ou ça permet de respirer si on libère un peu. C'est ça. La ligne de démarcation, c'est une intention politique, n'est-ce pas, dont les Allemands se servent politiquement. Et à Montoire, au mois d'octobre 1940, lorsque le maréchal Pétain rencontrera Hitler, il demandera à Hitler de desserrer la ligne de démarcation et de libérer également un certain nombre de prisonniers, car il y avait près de 2 millions de prisonniers. Et cela aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Alors comment fonctionne la société civile à la fin de 1940? Il y a les Allemands qui commandent au nord et puis... Il y a l'administration, d'abord l'administration française est restée en place. On le lui reprochera plus tard. Aux ordres de qui, là? De Vichy. De Vichy. Mais pour le sud ou pour le nord aussi. Pour le nord aussi. Pour le nord aussi. Mais l'administration française a ordre, évidemment, en zone occupée, de collaborer, de travailler, et elle ne peut pas d'ailleurs, elle peut difficilement faire autrement. Il y a des impératifs et des décisions allemandes qu'elle doit accepter. Situation compliquée pour les fonctionnaires. Situation très compliquée pour certains fonctionnaires, bien entendu. Et puis, en zone non occupée, la situation est différente. En zone non occupée, il y a l'armée de l'armistice, 100 000 hommes, 90 000 hommes à peu près. Il y a un gouvernement qui est moins sous la pression allemande, mais qui sera de plus en plus opprimé par l'Allemagne, qui sera de plus en plus obligé d'accepter les conditions de l'Allemagne. Mais il y a une différence fondamentale. Si bien que cette zone non occupée va très longtemps s'appeler la zone libre. Dans le vocabulaire des Français de 1940, c'est la zone libre. Deux images de la débâcle et de l'occupation, la moto et son sidecar, et la différence entre les uniformes français et allemands. Gérard Dalmas nous en dit un mot avec ses invités. Nous voilà dans le camp retranché de Dunkerque et cette moto française, contrairement à ce que vous pourriez croire, bien que peinte en kaki, elle est française, c'est une Yomeron. C'est une 750 cm3, donc avec les cylindres à plat. N'est pas une moto abandonnée, contrairement à ce que vous pourriez croire. D'ailleurs, nous allons demander à ses occupants, en quelque sorte, de s'installer immédiatement et de se présenter. Eh bien oui, sous-lieutenant André Lecoq, du 6e cuirassé motorisé de l'armée française, voilà. Avec le conducteur qui est le première classe François Beauvilliers. Alors expliquez-nous ce casque étrange, on n'a pas l'habitude de voir ça, d'habitude c'est le casque de poilu. On pourrait supposer que nous ne sommes pas de l'armée française parce qu'effectivement nous sommes une troupe d'élite et notre tenue est particulièrement moderne, elle est même d'avant-garde. Et bien pourtant la Gnomérone que vous avez là est sortie en 1937, elle équipe pour sa majeure partie l'armée française, mais il y a également la Terreau, il y a également la René Gilet et c'est l'ensemble qui constitue à peu près 10 000 unités.
unités, c'est-à-dire pratiquement autant que l'armée allemande. Et je crois que les Allemands, d'ailleurs, la regardent de très près, cette moto. Oui, et effectivement, nous venons de mener de durs combats. Nous sommes partis comme en 40, nous ne voulions pas revenir comme en 70, et nous espérons bien que ces durs combats vont nous porter chance, parce qu'en ce moment, on se bat très durement. Oui. Alors, très rapidement, quelques mots de votre équipement. Est-il vraiment en retard par rapport aux Allemands? Absolument pas. C'est une tenue très légère, imperméable et tout à fait adaptée à nos campagnes actuelles. Alors, nous allons voir justement l'uniforme allemand d'un des vainqueurs, l'adjudant, je crois, Hans Müller. Hans Müller, oui. Vous êtes de quelle arme? Le 61e bataillon de pionnières, c'est-à-dire l'équivalent du génie. Et je crois que justement vous êtes dans le camp retranché. Nous sommes dans le camp retranché de Dunkerque. En position. En position. Expliquez-nous les insignes que vous portez. Alors ici, j'ai été décoré de la croix de fer de seconde classe. Le ruban rouge, oui. Le ruban rouge. Ici, j'ai été blessé une fois. Et là, j'ai reçu l'insigne de combat. Et le petit insigne que vous portez là avec la croix gammée, c'est traditionnel? C'est traditionnel, absolument. L'armement, s'il vous plaît. Alors l'armement est constitué d'un P38 et ici d'une grenade à manche. Et je suis équipé d'un porte-carte et d'une paire de jumelles. Oui. Et j'apprends donc que vous connaissez déjà le français, ce qui est formidable. Je pense que vous êtes installé dans notre France déchirée pour quelque temps, hélas. Bien, Louis, je crois maintenant que nous allons, et cette fois pas en moto, pas à moto, pour parler français, aller de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, parce que pour les Français, il se passe là-bas des choses incompréhensibles. L'opinion s'étonne quand elle apprend que la Navy, la marine britannique, a coulé la flotte française à Mers-el-Kébir. Il y a même 1300 matelots qui ont été tués dans cette aventure. Pour piller la meilleure part de la flotte française réfugiée à Mers-el-Kébir près d'Oran, début juillet 40, Churchill ne pense qu'à ça. Nos bateaux destinés au contrôle germano-italien et à sauvegarder notre empire, ces bateaux modernes invaincus sont une menace pour nous, explique Londres impitoyable. 1h16 de salve, la Royal Navy, à contre-cœur paraît-il, envoie par le fond ou met à mal les unités faisant l'orgueil du chef de la marine, l'amiral Darlan, qui dira « J'ai été trahi par mes frères d'armes alors qu'il hait les Anglais ». 1300 tués. Cauchemar sur le Dunkerque, le Provence ou le Bretagne, l'amiral Jean Soule ayant refusé d'obéir aux Anglais, rejoindre leur flotte ou sabordage. L'opinion française est bouleversée, d'où vague d'anglophobie. Hitler, lui, se réjouit. Vichy applique l'armistice et la flotte française sera désormais à Toulon. Alors Churchill, Paul-Marie de Lagorce, donne des explications à son Parlement. Et sont-elles convaincantes? La hantise de Winston Churchill et de tous les dirigeants britanniques est très simple, que la flotte française ne risque jamais de tomber entre les mains des Allemands. En réalité, cette exigence qu'il avait présentée dès avant la signature de l'armistice, cette exigence allait le conduire à une épreuve de force. L'armistice n'avait pas prévu du tout la livraison des navires de guerre à l'Allemagne, il faut le reconnaître. Les Allemands ne désiraient pas provoquer l'Angleterre sur ce terrain-là, semble-t-il. En tout cas, ils n'avaient pas exigé cette livraison. Et les bateaux français devaient rester sur place, ceux qui étaient en Afrique du Nord. Mais pour le gouvernement britannique, ce n'était pas assez. Ils étaient en réalité à portée d'une éventuelle opération allemande, du moins le craignaient-ils. Encore une fois, c'était pour eux une hantise. Et ils ont exigé du commandant de la flotte française, de Mers-el-Kébir, ou qu'il se rallie au général de Gaulle, qu'il poursuive la guerre avec eux, ou bien qu'il s'éloigne, par exemple, qu'il gagne un port français des Antilles. Le commandant de la flotte française, l'amiral Jean Soule, n'a pas voulu céder ni à la première, ni même à la deuxième exigence, qui pourtant ne l'engageait pas beaucoup. Le gouvernement de Vichy, consulté par lui, a dit qu'il devait se borner à appliquer les clauses de l'armistice, par conséquent à rester sur place, et dès lors, l'affrontement était presque inévitable. Alors, on a beaucoup reproché à Churchill ce qu'on peut appeler, ce qu'on doit appeler une mesure très brutale, une action très brutale contre la flotte française. Et je crois que la première victime, en dehors des malheureux matelots qui ont été tués, la première victime de cet affrontement, ce fut la France libre du général de Gaulle. Celui-ci a écrit que... Ça lui a fait du mal. Cet événement a porté la hache dans le flot des engagements qu'il avait enregistrés depuis le 18 juin 1940. Les réactions des Français ont été naturellement très hostiles. Ils ont pensé que l'Angleterre achevait de donner un coup supplémentaire à la France. Oui, c'est quelque chose qui a servi la propagande allemande, mais il faut le reconnaître, du point de vue britannique, c'était une sorte de précaution à prendre. On ne sait pas très bien où Vichy veut en arriver finalement. Il y a une forme d'incertitude. Naturellement, parce que les hommes de Vichy n'ont pas tous les mêmes calculs, ne font pas tous les mêmes spéculations sur l'avenir, mais c'est un fait qu'à partir de Mers-el-Kébir, ceux qui sont partisans de renforcer la collaboration avec l'Allemagne tireront de Mers-el-Kébir argument et feront à ce sujet une propagande qui servira à la collaboration avec l'Allemagne. Alors Pétain, que nous voyons là à Lyon, fonde, lui, l'État français. C'est un État fondamentalement dictatorial.
et qui se substitue à la Troisième République. Les deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat, ont confié les pouvoirs constituants à Pétain, alors que la Constitution les leur réservait à elle. Et Pétain se borne à signer quelques ordonnances, qui fait de lui-même le chef de l'exécutif, remet à plus tard la rédaction d'une nouvelle constitution. C'est la dictature, la suppression des partis politiques, l'interdiction des syndicats, en définitive un régime totalitaire ou en tout cas dictatorial. Alors, mais les Français chantent le maréchal, nous voilà tout de même. Il y a un courant d'opinion qui naturellement fait confiance à Pétain. Il y a aussi, il faut le dire très franchement, un rejet très général de toutes parts de l'ancien régime, la Troisième République, rendu à tort ou à raison responsable du manque de la préparation à la guerre et de la défaite. Oui, c'est un sentiment très largement répandu et les Français sont indiscutablement divisés. Mais il y a déjà une fronde, pensant à la corruption que le marché noir répand dans le régime, à l'espèce de dictature d'extrême droite qui est en train de s'établir, et puis au climat moralisant qui règne partout à Vichy. On résume un peu le régime de Vichy par les trois mots: terreur blanche, marché noir et bibliothèque rose. Merci. Hitler, quant à lui, n'en a pas fini. Il veut mettre maintenant l'Angleterre à genoux. Nous raserons, proclame-t-il, les villes anglaises. Sylvie Genevoix. Dès que l'armistice avec la France est conclu, Hitler n'a plus qu'une idée en tête: faire mieux que Napoléon et abattre l'Angleterre. Il prépare donc une gigantesque opération de débarquement, appelée Opération Otari. Mais pour une fois, il va écouter ses généraux et ses amiraux qui lui conseillent de s'assurer au préalable la maîtrise des airs. Il lance donc ses avions à l'assaut de l'Angleterre, mais il découvre très vite que les côtes anglaises sont toutes équipées d'un système de radar qui détecte l'approche des avions ennemis à plus de 100 km. Au lieu d'être surpris au sol, ce sont les chasseurs britanniques qui vont surprendre les bombardiers allemands. À la fin du mois d'août, la RAF a déjà abattu 650 chasseurs et bombardiers de la Luftwaffe, au prix tout de même de plus de 350 appareils perdus. C'est le 6 septembre que les combats aériens atteignent une ampleur incroyable qui donne déjà une idée des dimensions d'une guerre qui ne fait que commencer. En une seule journée, les Anglais perdent 277 appareils et en abattent 378. En une seule journée. Après une telle hécatombe, les Allemands changent tout d'un coup de tactique, renoncent aux attaques spectaculaires de jour et bombardent chaque nuit. C'est ainsi que Londres et les grandes villes du sud de l'Angleterre sont pilonnées pendant 57 nuits consécutives. Des attaques qui font des dizaines de milliers de victimes civiles, des milliers d'immeubles en flammes, des centaines d'usines détruites partiellement ou totalement. Mais ces raids meurtriers ne réussissent pas à entamer la résolution farouche de la résistance d'un peuple qui, depuis le 10 mai, a à sa tête Winston Churchill. Churchill qui a commencé son discours d'investiture à la Chambre des communes par ces mots: « Je n'ai rien d'autre à vous proposer que de la peine, du sang, de la sueur et des larmes. » La combativité des pilotes anglais, renforcée par quelques centaines de Polonais, de Français, de Tchèques et de Hollandais, se révélera suffisante pour conserver la maîtrise du ciel et amener finalement Hitler à renoncer à son projet de débarquement. Alors, Paul-Marie de Lagorce, Hitler, manifestement, tombe sur un os, là. Et quelque chose qui va avoir une immense conséquence sur le sort final de la guerre. En réalité, il avait trois options. Cet été 1940, et trois options ont été discutées autour de lui. La première était de s'en prendre directement à l'Angleterre, de préparer un débarquement en Angleterre pour essayer de terminer la guerre en abattant l'ennemi principal, l'Angleterre. La deuxième option était de développer les opérations en Méditerranée pour couper l'Angleterre de son empire et étendre définitivement la prépondérance allemande sur l'Europe et éventuellement l'Afrique. Et la troisième option, de s'attaquer à la Russie. Dès le mois de juillet 1940, Hitler ordonne de préparer la guerre contre la Russie. Mais il cède aux instances de ses généraux qui lui disent qu'il faut tenter quelque chose contre l'Angleterre et il prend une décision sur le conseil de Göring qui sera désastreuse. Celle de tenter d'obtenir la supériorité aérienne absolue. Au lieu de concentrer ses moyens aériens pour favoriser le débarquement, il va les user dans une bataille aérienne où les Anglais auront la supériorité, en partie parce qu'ils ont décodé le système de directives allemand et connaissent leurs intentions. Et cette usure de l'aviation allemande dans la bataille d'Angleterre va conduire Hitler à ordonner l'arrêt de ses opérations et à se concentrer sur ses préparatifs futurs contre la Russie. Alors, un mot sur Mussolini, qui, lui, a déclaré la guerre à la France et à l'Angleterre, et puis qui a signé un accord avec
l'Allemagne, même le Japon. Alors, il envahit la Grèce, c'est ça? Il n'a pas profité de sa déclaration de guerre de dernière minute contre la France. Les Allemands ne lui ont concédé aucun territoire, aucune zone d'occupation importante, ni en France métropolitaine, ni en Afrique. Et il veut se rattraper de ce qu'il considère comme un manque à gagner. Il décide donc d'attaquer la Grèce, qui ne lui a rien fait, qui n'était pas du tout hostile à l'Allemagne et aux puissances de l'Axe. Et en plus, il le fait sans prévenir les Allemands. Et le commandement allemand lui en voudra éternellement. Et cette entreprise aboutit à un lamentable échec. La résistance grecque oppose une fermeté victorieuse aux tentatives d'invasion italienne, et l'armée italienne ne peut pas déboucher d'Albanie sur la Grèce. En réalité, les soldats italiens n'étaient pas motivés dans ce combat, et l'armée italienne s'est révélée impropre à ce type de guerre. Alors Mussolini a aussi envoyé son armée en Afrique, et plus particulièrement en Égypte et au Soudan. Le récit de Sylvie Genevoix. En Afrique orientale, Mussolini voit son rêve de conquête générale de Tripoli à Mogadiscio de plus en plus battu en brèche. Il est vrai que le Duce, avec un humour involontaire, avait annoncé qu'il n'attaquerait l'Égypte que lorsque le premier soldat allemand aurait débarqué en Grande-Bretagne. En attendant, les Italiens lancent dans diverses opérations l'armée avec laquelle ils ont conquis l'Éthiopie et qui compte plus de 200 000 hommes, appuyés par de nombreux blindés et 200 avions. Une première offensive a eu lieu contre la Somalie britannique, où 2000 hommes de troupes n'ont pas pu résister bien longtemps. Mais la grande opération des Italiens vise à la conquête du Soudan, qui est alors sous un double protectorat anglo-égyptien, et dont l'occupation permettrait d'isoler les troupes britanniques stationnées en Égypte de l'Afrique du Sud, seule voie par laquelle leur viennent des renforts, puisque les sous-marins italiens rendent la Méditerranée orientale dangereuse pour les navires anglais. Mais l'offensive italienne contre le Soudan ne rencontre qu'un succès limité, car les Britanniques résistent, et résistent d'autant plus qu'ils sont soutenus par toute la population locale. Certes, le drapeau italien va flotter parfois dans le ciel soudanais, mais il ne s'agit que de quelques villes secondaires dans l'est du pays. Et la route reste ouverte à l'armée britannique, du sud jusqu'au nord. À l'est maintenant, eh bien, l'Union soviétique, après la Finlande, envahit les pays baltes, et Staline fait assassiner Trotsky, son ennemi, à Mexico. Le récit de Sylvie Genevoix. Le 21 août, Léon Trotsky est mort, assassiné. Un meurtre commandé certainement par la GPU de Staline, mais qui, dans une Europe en guerre, passe presque inaperçu. Trotsky, c'était l'homme de la Révolution de 17, le compagnon de Lénine, l'ancien chef de l'armée rouge, le fondateur de la 4e internationale. Et c'était surtout l'ennemi de Staline, l'ennemi juré de Staline, car leurs deux idéologies s'opposaient radicalement. Pour Trotsky, apôtre de la révolution permanente, on doit porter la révolution partout dans le monde. Pour Staline, seule la Russie est son champ d'action. À la mort de Lénine en 1924, Trotsky n'est qu'un mort en sursis. Car Staline, par tous les moyens, caricature, diffamation, humiliation, n'a qu'une idée, l'éliminer. En 27, il l'a banni de Russie et depuis Trotsky erre à travers le monde, à Constantinople, en France, en Norvège. Il a perdu presque tous ses proches, ses 2 fils, ses 2 filles, disparus dans des circonstances étranges. Il a pour seuls amis quelques fidèles de l'Internationale, sa femme et son petit-fils. Il vit dans une maison transformée en corps tranché, mais grâce à des complicités, un certain Jackson, alias Ramon Mercader, a réussi à s'introduire parmi ses proches et à le tuer avec un pic à glace. Staline, sur lequel Trotsky écrivait une biographie avec documents à l'appui, peut maintenant être tout à fait tranquille. Le dernier témoin de la Révolution est mort. Évoquons maintenant quelques nouvelles brèves. La guerre, vous savez, a coupé nos approvisionnements en carburant et nos transports en commun sont dans un état difficile. Alors nos ingénieurs ont trouvé un système, un bus à gaz. Regardez. Ces autobus fonctionnent au gaz de ville. En effet, en 1940, nous ne disposons plus pour desservir Paris que du métropolitain. Et pour la banlieue, le réseau de tramway a été malencontreusement supprimé dans les années 30. Par conséquent, il va falloir se débrouiller avec les autobus. Faute de carburant, on va transformer des autobus pour la marche au gaz de ville.
Alors aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de fonctionner au gaz comprimé parce que nous n'avons aucune possibilité de fabriquer des bouteilles. On va donc marcher au gaz de ville non comprimé en emmagasinant ce gaz dans un ballon qui est situé dans le carénage situé sur le toit. C'est une solution de remplacement, mais qui semble parfaitement valable. C'est évidemment assez problématique parce qu'il faut recharger la voiture en gaz à chaque terminus, donc on perd du temps. Mais enfin, les performances de ces autobus sont à peu près semblables à celles des autobus à essence. On va donc mettre en service une quinzaine de lignes et le réseau va pouvoir survivre tant bien que mal. Explication de M. Jean Robert, directeur du musée des Transports. Sylvie, d'autres brèves. Oui, la fameuse affaire du Massilia. Le 21 juin, la veille même de l'armistice, il s'en passe des choses ces jours-ci. 27 parlementaires, parmi lesquels des ténors de la Troisième République comme Édouard Daladier, Georges Mandel, Jean Zay ou Pierre Mendès France, s'embarquent sur le navire Massilia à destination de Casablanca. Dès leur arrivée au Maroc, ils sont dénoncés comme fuyards ayant abandonné la patrie à l'heure de la défaite. Et ils deviennent la cible d'une violente campagne de presse qui est en fait orchestrée par le gouvernement du maréchal Pétain. En réalité, ils ont été victimes d'une manœuvre politique qui veut jeter le discrédit sur les représentants de la Troisième République. Parce qu'il s'avère qu'on a tué l'essentiel, qu'ils étaient partis avec l'accord du gouvernement, dans le cadre d'un transfert qui a été un moment envisagé des pouvoirs publics en Afrique du Nord, et avec la volonté de poursuivre la guerre là-bas. En tout cas, Georges Mandel, Mendès France et d'autres députés sont immédiatement arrêtés, accusés de désertion et de complot contre la sûreté extérieure de l'État. C'est la chapelle Sixtine de la préhistoire, s'écrie l'abbé Breuil, le grand préhistorien très connu, en tombant à genoux devant des dizaines et des dizaines de chevaux, de bouquetins, de cerfs et de taureaux, vous savez, le mythe millénaire du taureau, sans oublier une licorne très symbolique. Découverte par hasard, un gamin qui faisait l'école buissonnière près de Montignac-sur-Vézère dans la Dordogne, la grotte de Lascaux, et c'est la plus grande fresque préhistorique du monde, à ce jour en tout cas. Il y a 15 à 20 000 ans, des artistes créent ce lieu magique, ce sanctuaire fascinant, qui utilise les reliefs des parois, si bien que lorsqu'on bouge, eh bien, on a l'impression de voir les animaux qui courent. Les couleurs, eh bien, surtout des jaunes et des rouges, ce sont des oxydes et des terres naturelles qui sont soufflés à la sarbacane, d'où le velouté. Les travaux de 2 médecins américains viennent d'aboutir à une découverte qui va sans doute sauver la vie de dizaines de milliers de bébés. En France, ils sont 6 000 qui meurent chaque année à la naissance dans des conditions mystérieuses. 40 ans après la découverte des 4 groupes sanguins, le docteur Levin et le biologiste Landsteiner viennent de découvrir l'existence du facteur Rhésus. Le Rhésus, en réalité, un antigène fabriqué pour résister à une agression, peut être positif dans 85% des cas et négatif dans les 15 autres pourcents. Donc, en déterminant le Rhésus du père et de la mère, on peut désormais prévoir avec certitude s'il y a risque d'accident pour le bébé à naître et administrer les antidotes nécessaires. Une des hantises des maternités va enfin disparaître, de même que certains accidents de transfusion sanguine restés inexpliqués jusqu'à aujourd'hui. Une découverte importante, semble-t-il. Littérature, maintenant, 2 ouvrages importants de... Oui. Un Américain et un Anglais, c'est ça? Oui, et 2 ouvrages, tous les 2 très influencés par l'actualité. Il faut dire qu'il y a de quoi. Le premier, c'est Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway et qui se passe pendant la guerre d'Espagne. Et le second, c'est Le zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Koestler, il est né au début du siècle. C'est un juif hongrois qui vit en Angleterre. Et qui est journaliste et qui s'est inscrit au Parti communiste en 1931, qui y est resté 8 ans et qui l'a quitté écœuré par les procès de Moscou, tout simplement. Et le héros de son roman, Le zéro et l'infini, c'est un dirigeant du parti soviétique qui s'appelle Roubachev et qui est tombé en disgrâce après avoir voué toute sa vie au parti. Et ça rappelle beaucoup de choses qui se sont passées récemment. Alors il est jugé, il est arrêté, jugé, accusé de déviationnisme et de trahison. Et tout ce qu'il dit pour sa défense se retourne contre lui. Le parti, dit-on, n'a jamais tort. Il est l'incarnation de l'idée révolutionnaire dans l'histoire qui ne connaît ni scrupules ni hésitation. Alors, c'est un livre terrible, un tout petit peu manichéen, mais en même temps plein d'humanisme et qui a évidemment un succès fou tout de suite parce qu'il tombe à pic et que les communistes, les anticommunistes sont très révoltés par ce qui vient de se passer à Moscou. Il parle d'une vraie réalité. Alors, il y a aussi un film. On ne peut pas parler de tous les films de cette année, mais il y a un film qui est important parce qu'il est en plein dans l'actualité, lui aussi. Alors. Oui, et puis c'est un film terrible, lui aussi. C'est un film de Veit Harlan et qui s'appelle Le Juif Sousse. Alors, sous les ordres de Goebbels, on cherchait depuis longtemps à faire un film
antisémite, tout simplement. Et alors, on a fait venir tous les vieux scénarios qui traînaient, et ça c'est un scénario qui date de 1933, et qui est une histoire authentique, c'est l'histoire d'un juif, du juif Sus Oppenheimer, qui était un homme d'affaires du XVIIIe siècle, grand argentier du régime, et qui a fait venir en Allemagne tous les juifs, et qui a volé le peuple, et qui a été arrêté et exécuté. Donc on veut dresser le portrait. On ne veut pas faire un film, dit l'Allemagne, ils ne veulent pas faire un film antisémite, ils veulent faire un film qui explique que l'antisémitisme a toujours existé en Pologne, en Russie, en Allemagne, partout. Et alors, c'est un film qui est hélas bien fait. Tous les acteurs sont réquisitionnés, on choisit les plus grands acteurs de l'Allemagne nazie, hommes ou femmes. Ceux qui ne veulent pas, qui ont des difficultés, sont réquisitionnés d'office. Et le film, qui a des qualités artistiques évidentes, a tout de suite un très très grand succès. Et il est projeté en France. Et il est projeté en France, bien entendu. Et Goebbels, tout le monde le déclare, d'intérêt politique. Nous terminerons cette émission en évoquant la mémoire d'un peintre allemand, un peintre-poète, Paul Klee, qui est mort cette année. Oui, c'est un géant de la peinture. C'est notre Einstein, à nous qui aimons les arts. Il est né en 1879 dans une famille de musiciens. Il faut savoir que la musique a marqué toutes ses jeunes années. Et il va épouser d'ailleurs une pianiste quelques années plus tard. Quand il rentre à l'école des Beaux-Arts, il fait une rencontre inattendue, Kandinsky, qui lui a 34 ans et qui vient d'abandonner sa carrière pour la peinture. Les deux hommes se frôleront, ils ne se connaîtront vraiment que 10 ans plus tard. Mais dès cette époque, il s'est voué à la peinture à jamais. Il va entreprendre un voyage en Italie, où là il va découvrir la chapelle Sixtine, mais aussi la mer. À Gênes, il ne connaît pas la mer. Et ce sont ces deux chocs avec l'aquarium de Naples qui peut-être ont marqué tout ce moment de son art. Alors c'est un homme absolument extraordinaire, on voit ici un de ses tableaux qui montre à quel point il s'est dégagé de tout ce que nous appelons nous la peinture classique. Il a fait des rencontres capitales, des hommes comme Frank Smarck, Jean Arp, Kandinsky. Il a été l'homme du Blau Reiter, c'est-à-dire du cavalier bleu, en 1912, c'est-à-dire le moment où la peinture bascule, où elle va devenir abstraite en partie et en même temps s'emparer de tout ce que le monde moderne vient d'inventer. Il écrit d'ailleurs « La couleur me possède désormais pour toujours, je suis peintre ». C'est un véritable cri. Et puis il va découvrir que l'art ne produit pas le visible, il doit rendre visible. Il va découvrir la Tunisie au cours d'un voyage, le soleil. Chaque fois qu'il regarde le monde, il apprend quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment un homme qui a tout inventé de la peinture, sur lequel nous vivons et nous vivrons encore pendant très longtemps. Je voudrais simplement d'un mot vous rappeler l'épitaphe qui est sur son tombeau. Je suis insaisissable dans l'immanence. Je crois que c'est tout ce qui caractérise cette immense démarche. Les livres maintenant, à commencer par L'Abîme, 1939-1945, le livre de Jean-Baptiste Durosel, collection politique étrangère de la France, on va le voir tout de suite. Le voilà, politique étrangère de la France, 1871-1969. La guerre éclair, 10 mai, 24 juin 1940, de Claude Payat. Collection Dossiers secrets de la France contemporaine chez Robert Laffont. Et du même auteur, chez le même éditeur, de Claude Payat, Le désastre de 1940, La répétition générale. Le deuxième tome de la grande fresque d'Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes, juin 40, juin 41, chez Robert Laffont. De William Shirer, l'auteur du Troisième Reich, Les années du cauchemar, 1934-1945. De Gérard Chauvy, Lyon, 40-44, chez Plomb. Le précédent livre était aussi chez Plomb. Mémoire de guerre de Charles de Gaulle, L'Appel, 1940-1942, collection Presse Pocket. De Michel Vinocq, La fièvre hexagonale, les grandes crises politiques de 1871 à 1968, dont la crise de 1940 chez Kalman Levy. De Christiane Rimbaud, L'affaire du Massilia, été 1940, édition du Seuil. La vie parisienne sous l'occupation, d'Hervé Le Botterf, aux collections Presse Pocket. D'Alain Griotret, 1940, La droite était au rendez-vous, qui furent les premiers résistants, chez Robert Laffont. D'Hemingway, pour Qui sonne le glas, collection Folio. Dans la même collection, vous pouvez trouver aussi Le zéro et l'infini d'Arthur Kessler. Lascaux des peintres, édition Vialot. Et 50 ans de motocyclette française par Dominique Pascal, édition EPA.